Tu donnes vie à l'information. Radio Vitalis 90.8 FM. C'est pas soirée fun pour vous qui êtes déjà habitués à cette émission tous les vendredis soirs avec Yves Ismaël. C'est pas soirée fun, vous savez que c'est ça le générique de cette superbe émission. Nous vous donnons certainement rendez-vous vendredi prochain, mais pour l'instant, nous avons voulu prendre ce superbe générique pour introduire ici deux invités un tout petit peu surprises pour nous, mais deux personnes qui sont déjà d'une certaine manière, je ne sais pas s'il faut dire en campagne, parce que ces jours, si on parle de campagne électorale, il faudrait donc pas qu'on confonde les choses. Ils sont en tournée, une sorte de tournée. Je vais les laisser se présenter. Eux-mêmes vont se présenter, mais ce sont des docteurs. Pour vous qui vous demandez déjà ce qui se passe sur la radio, c'est vrai, une fois n'est pas coutume, à cette heure-ci, c'est pas une interview que nous avons sur Vitalis Radio. Donc, je vais donner la parole à deux personnes venant de loin, hors du Cameroun. Non, si je dis plus que ça, je vous serais déjà en train de présenter moi-même. Donc, en face de moi et puis à ma droite, il y a deux personnes. D'abord en face, puisque c'est plus facile pour moi de regarder comme ça. Le micro là n'est pas très proche de votre bouche. Voilà. Il faudrait pas que vous reconnaissez en même temps. Voilà. Allez-y donc. Le micro est ouvert. Bonjour vraiment à tous les auditeurs de Vitalis. Moi, je suis le docteur Armand Gamecap. Je suis médecin urgentiste en France et je suis actuellement au Cameroun pour participer avec Dimitri Deteuf. Il va mieux se présenter, qui est médecin, qui est urgentiste, qui est infirmier urgentiste en France et avec qui nous travaillons ensemble au quotidien pour sauver des vies en France. Il a fait le déplacement pour vraiment participer avec moi dans une campagne de sensibilisation à l'apprentissage des gestes qui sauvent, une sensibilisation aussi aux maladies cardiovasculaires et AVC dans les établissements scolaires au Cameroun. Et en marge d'un festival qui est organisé, le festival éducatif Coman, nous allons organiser cette campagne de sensibilisation au lycée bilingue de Tchang. Ça se passe à Tchang et on espère bien évidemment que les années prochaines, les chefs d'établissement pourront nous joindre pour qu'on puisse organiser ça ici dans les établissements scolaires de Bafoussam. Voilà un peu en bref ma présentation et puis je vais laisser la parole à Dimitri. Avant que Dimitri nous prenne la parole, c'est la deuxième fois que nous vous recevons à Vitalis Radio. Tout à fait, j'étais ici il y a 2 ans, en février 2018, j'étais ici. Toujours pour les mêmes raisons, même si cette fois-ci le thème a un tout petit peu changé, mais nous y reviendrons. À moins que je me trompe, le thème devrait avoir un tout petit peu changé. Dimitri, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, je suis Dimitri Deteuf, je suis infirmier dans un service d'urgence en France. On l'entend bien, Je travaille avec le docteur Armand Gamecap et je suis amené dans le cadre de mon travail à prendre en charge des morts subites. Et après avoir eu un échange sur le Cameroun et sur la prise en charge des morts subites au Cameroun, sous son invitation, je suis venu avec lui pour participer à des campagnes de sensibilisation sur la formation gestes de premier secours. D'accord. Le Cameroun, c'est la première fois ? Première fois. Comment vous trouvez C'est peut-être pas ce que vous attendiez à voir. L'accueil, en tout cas, est très bien. Première fois effectivement que je suis au Cameroun, première fois que je suis sur le continent africain. Donc, aucun pays africain ne vous a jamais vu ? Donc là, c'est pleine découverte. Ah, super, ok, d'accord. Bienvenue en tout cas. Merci. À part Bafoussam, vous étiez ailleurs Alors effectivement, nous sommes atterris à Douala. D'accord. J'ai pu visiter un peu Douala. Après, on a été en direction de Yaoundé. Et puis aujourd'hui, nous sommes arrivés à Bafoussam. D'accord. Bienvenue chez nous.
vous aurez peut-être l'occasion de manger un plat local. J'espère, en tout cas, que vous avez prévu de lui donner peut-être la sauce jaune. Il ne peut pas partir comme ça sans bouffer la sauce jaune. Il ne pourra pas partir comme ça. Voilà. Et même l'homme cuit. Voilà, l'homme cuit. Oui, ça, surtout l'homme cuit. Je voudrais bien voir ça. Allez, alors, à Mangam Cap, je le disais tantôt, nous l'avons signalé, vous étiez ici pour la première fois en 2018. C'était à peu près à la même période. Et là, toujours pour les mêmes raisons, notamment à l'occasion du festival Coman, vous avez tenu une tournée similaire avec cette campagne, pas campagne électorale, les gars. Je sais qu'actuellement, c'est ce que vous avez en tête, puisque nous sommes en pleine campagne. Vous comprenez très bien. Je l'ai compris. Voilà. Et cette campagne de sensibilisation, dont à ce moment-là, il y a 2 ans, c'était autour des AVC. Cette fois-ci, et c'est Dimitri qui a commencé à nous le faire comprendre, puisqu'il parlait de mort subite. Cette fois-ci, c'est à propos des morts subites. Est-ce que c'est pas la même chose d'ailleurs? C'est pas la même chose, mais on est dans un registre où les choses sont assez proches. C'est vrai qu'il y a 2 ans, toujours en marge du festival éducatif Coman, un festival qui a dans ses articulations, notamment, c'est un festival c'est 12 sur 3 jours, et dans ces articulations, en dehors de la journée d'ouverture du festival, qui aura lieu cette année, donc demain, à savoir le 6, vendredi, on a une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Il y a 2 ans, c'était sur les accidents vasculaires cérébraux, et on a voulu rajouter cette année le massage cardiaque et les gestes qui sauvent en cas de malaise dans les établissements scolaires, parce qu'on s'est rendu compte que, et l'actualité de ces derniers temps au Cameroun nous a montré qu'on a des élèves, des étudiants qui font des malaises dans des établissements scolaires, et puis tout ce qu'on retient, c'est que ce malaise provoque une panique générale. Une panique générale alors qu'il y a des gestes simples qu'il faudrait faire en cas de malaise. C'est pour ça que cette année, on a modifié un tout petit peu le thème et on a rajouté un peu les gestes qui sauvent en cas de malaise, en cas de mort subite, en cas de... Voilà. Et vraiment, Dimitri de Teuf, qui travaille avec moi en France au quotidien, qui vraiment est très très formé et qui est très très imprégné de cette problématique des malaises, des arrêts cardiaques, est venu là pour apporter effectivement sa contribution au cours de cette campagne. Ah d'accord. Donc il est là comme formateur. Il est là comme formateur, c'est ça, tout à fait. Docteur, depuis combien de temps vous vous intéressez à la mort subite? Vous en avez fait en tout cas. Je vais corriger ma question. C'est vrai, vous vous intéressez à ça certainement depuis peut-être même votre formation, mais vous en avez fait un cheval de bataille, carrément votre dada. C'est ça, tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis le décès de Marc Vienfoué, qui date de 2003. De 2003. Oui. C'est le 26 juin 2003 que Marc Vienfoué est mort. Il mourait dans des conditions que je n'avais pas beaucoup compris. Et c'est là où je me suis penché sur cette problématique des jeunes qui tombent et qui meurent alors que quelques minutes auparavant ou quelques secondes auparavant, ces personnes étaient considérées comme étant bien portantes. Ça m'avait choqué à l'époque. J'étais à l'époque un jeune assistant médical et ça m'avait énormément choqué et j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ignorance dans cette problématique-là. C'est d'ailleurs pour ça que dans la majorité des cas, ceux qui me lisent, j'ai dit et j'écris que l'ignorance tue. L'ignorance tue énormément. Pourquoi? Parce qu'en m'étant intéressé à ce problème, je me suis rendu compte que ces jeunes qui tombaient, ces sportifs qui tombaient, ces personnes qui tombaient par ignorance. Ignorance des causes, ignorance des facteurs de risque. Ouais. Vous avez bien fait de parler de sportifs, parce qu'à part Marc Vienfoué, il y a eu Albert Bossé, c'était en Afrique du Nord, je crois bien. Oui, c'est ça. Il y a eu Patrick Ekeng. Voilà. Et il y a eu plein d'autres. Il y a Christian Domgang. Des sportifs. Et puis récemment, on a eu, je crois, le régisseur de la prison de Fouquier est décédé en faisant son sport. Voilà, en faisant le sport. Il n'est pas un lion indomptable, voilà, il est un sportif aussi. Mais on aurait pensé, docteur, que le sport éloignerait justement de tels mots. Comment ça s'explique que... Est-ce que ce serait la cause Le sport éloigne de ces mots. Mais il faut que ce sport-là soit pratiqué dans de bonnes conditions. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous allez pratiquer un sport quelconque, alors que vous avez déjà une hypertension qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas équilibrée, vous avez une tension qui est à 20 de tension, ça fait pas mal. Vous pouvez avoir 20 de tension, vous pouvez avoir peut-être des petits maux de tête, mais encore, il y a certains qui montent même jusqu'à 22 et qui n'ont pas de maux de tête, qui n'ont aucun signe d'alerte.
qu'il y a un mal en eux. Il y a un tueur silencieux en eux. Et lorsque vous allez pratiquer votre sport, le sport faisant élever la tension, vous allez franchir la ligne critique de rupture de vos vaisseaux et vous allez vous retrouver avec un problème de santé. Donc, le sport, effectivement, est quelque chose qui est bénéfique pour la santé, mais à condition de le pratiquer dans les bonnes conditions. On ne doit pas aller pratiquer un sport lorsqu'on est malade. Et puis, ce sport doit être adapté. Si vous ne faites que la marche, ça va. Mais si vous allez faire un marathon, vous allez faire un sport de performance. Vous savez, quand des personnes vont l'après-midi faire du 2-0, souvent ils font de la performance. Parce qu'ils ont encaissé un but et il faut absolument qu'il égalise le but pour montrer qu'il est le héros de l'après-midi. Et il va au-delà de ses limites. Et lorsqu'il est déjà fragilisé par une maladie cardiaque sous-jacente, sournoise qui était présente, il peut avoir une défaillance de son cœur parce qu'il a franchi les limites de la tolérance de son cœur. Docteur, bon, c'est juste vraiment pour bien comprendre. Moi, je comprendrais encore que désormais, moi qui, quand j'étais plus jeune, aimais le sport, qui ai arrêté depuis un certain nombre d'années, et qui peut-être pourrait vouloir reprendre avec le sport, je devrais d'abord aller à l'hôpital. Ça, je l'ai compris. Mais ces gars qui étaient décédés là, c'était déjà des sportifs confirmés. Lesquels? Quels gars qui sont décédés? Je parle de Marc Vanfoué. Oui. Voilà. Oui. Pourquoi fallait-il encore aller... est-ce qu'il fallait encore retourner d'abord à l'hôpital, surveiller sa tension et tout le reste? Oui, tout à fait. Parce que déjà habitué au sport, non? Oui, tout à fait. Vous paraissez bien portant. Dans 30 minutes, 40 minutes, une heure, vous pouvez me dire, mais j'ai mal à la tête. Pourtant, 30 minutes avant, vous semblez bien portant. Donc, un problème que vous avez dans tout votre organisme peut émerger à tout moment. Il peut défaillir à tout moment. Et pour parler de Marc Vienfoué, on connaît une partie du dossier médical qui a été communiqué à la presse. On sait que, notamment au procureur de la République, qui avait dit à l'époque qu'il était mort d'une cardiomyopathie hypertrophique. C'est ce que je sais. Moi, je n'ai pas eu connaissance du dossier médical profond, mais ce qui avait été communiqué à l'époque par le procureur de la République, c'est qu'il était mort d'une cardiomyopathie hypertrophique. Et qu'est-ce que c'est qu'une cardiomyopathie hypertrophique? C'est un cœur trop gros. Et c'est vrai que le sportif est amené à avoir un cœur trop gros. Mais si le cœur du sportif grossit de façon anormale, de façon importante, donc de façon anormale, il y a un problème. Et donc, ce sportif-là devrait faire des examens régulièrement pour dépister ces maladies cardiaques. Parce qu'une cardiomyopathie hypertrophique, c'est des maladies cardiaques congénitales. Il est né avec, Marc Vienfoué était né avec, il a vécu avec. Elle peut ne pas défaillir pendant toute sa vie, mais elle peut aussi, c'est comme si on avait une épée de Damoclès sur la tête. C'est un tout petit peu ça. Donc, souvent, ces sportifs-là vont faire un examen à un temps précis. On va dépister effectivement une maladie présente et on va dire il faut surveiller parce que pour l'instant on ne peut pas trop dire si c'est en rapport avec votre activité physique ou si c'est lié à votre maladie. Il faut surveiller un tout petit peu. Et si ces contrôles médicaux ne sont pas faits, on peut aller à une catastrophe. On a un Lionel Tap qui n'a pas pu faire la CAN il y a 2 ans, l'année dernière plutôt. Il n'a pas fait la CAN parce que le médecin Lionel Tap a fini par le déclarer inapte. Mais il avait une maladie cardiaque, mais cette maladie cardiaque n'est pas sortie dans l'avion qu'il a mené, c'est pas du Cameroun en Égypte. Donc c'est ça, c'est une maladie qui existait déjà et qui a été dépistée lors d'un contrôle et il a jugé nécessaire de ne pas le faire jouer. Il a eu d'ailleurs raison. Docteur, tout à l'heure, je poserai ma question à Dimitri, mais avant cela, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, je me suis souvenu d'une mort, un décès qui est survenu très récemment. C'est un avocat célèbre au Cameroun parce qu'il a défendu Maurice Kamto. Vous avez peut-être entendu parler de Sylvain Soupe? Oui, j'ai entendu parler, tout à fait. Qui est décédé à l'hôpital. Il avait juste eu une fracture. Bon, peut-être pas, faut peut-être pas dire juste une fracture, c'est mauvais aussi, à la suite d'un accident. Après avoir été accueilli ici à l'hôpital régional de Bafoussam, il a été transféré rapidement à Yaoundé. Là-bas, il se portait très bien, les photos montraient que le mec il va bien. Et puis, il a fallu qu'on procède à, je ne suis pas du corps médical, mais on a dit qu'il fallait procéder à une chirurgie sur son bras. Et
qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué que, comment vous appelez ça, il fallait l'anesthésier. Et que c'est de là qu'est venu le problème. On a fait une sorte de rapprochement avec sa tension. Et d'aucuns ont trouvé que probablement on a voulu le tuer. Vous qui vous intéressez, pour nous c'était une mort subite. Enfin oui, nous on a trouvé que c'était subi parce que ce mec il se portait très bien. Juste pour revenir à vos propos, que lorsque vous décrivez ce que vous entendez par mort subite, quelqu'un qui se porte bien il y a 30 minutes et puis après il décède alors qu'on savait qu'il va bien, c'est à peu près la même chose pour Maître Sylvain Soupe. Vous pouvez avoir, c'est vrai, avoir accès au dossier, mais vous sentez qu'il ne faut pas forcément trouver qu'il y avait là une intention d'en finir avec lui, la sorcellerie, comme c'est l'habitude ici chez nous, n'est-ce pas? Ben, écoutez, moi je suis médecin, oui. Donc moi je vois les choses sur le plan purement médical. Première chose, il y a des faits, et après maintenant il y a l'interprétation de ces faits-là. C'est une personne qui a une fracture. Première chose, moi médecin, je suis surpris qu'il soit transféré de Bafoussam à Yaoundé pour la prise en charge d'une fracture. D'accord. C'est ma première interrogation. Moi aussi dit cela à quelqu'un qui a dit, bon, peut-être c'est lui qui a voulu, qu'il a peut-être trouvé qu'ici voilà, c'est ma première interrogation. Pourquoi il a été transféré de Bafoussam à Yaoundé pour la prise en charge d'une fracture? Bon. Est-ce que les plateaux techniques à Bafoussam ne pouvaient pas prendre en charge cette fracture-là, ou bien c'est pour des raisons personnelles? Bon, si les plateaux techniques à Bafoussam ne pouvaient pas prendre en charge une fracture, donc vraiment une fracture qui est une fracture de l'humérus, d'après ce que j'ai pu comprendre. Parce que ça dit c'était l'autre de son bras qui avait été fracturé suite à un accident. Donc il faut déjà se poser une question. C'est pas normal qu'on est dans une ville comme Bafoussam et qu'on ne puisse pas prendre en charge une fracture de l'humérus. Bon, si c'est pour des raisons personnelles qu'il est allé à Yaoundé, je n'ai pas les éléments du dossier pour pouvoir savoir exactement. Oui, non, mais je n'ai pas les éléments du dossier, mais je vais pas sortir par là par ces dérobades, parce que moi je vais toujours beaucoup plus loin dans mes analyses. J'ai pas les éléments du dossier pour pouvoir vraiment faire une analyse précise. Mais première chose, on est en présence d'une mort subite, et dans un pays qui s'appelle la France, où j'exerce la médecine. Si je suis confronté à une telle situation, il y a automatiquement un obstacle médico-légal dans la rédaction du certificat médical. Est-ce qu'un obstacle médico-légal a été mis suite au constat du décès de cette personne? Il devait avoir un obstacle médico-légal. Cet obstacle médico-légal a pour conséquence de faire à ce qu'un procureur de la République se saisisse de ce dossier et puisse réclamer une autopsie. Et c'est l'autopsie qui permet maintenant d'apporter la lumière sur les circonstances du décès de la personne. Est-ce que ça a été fait? Si ça n'a pas été fait, c'est pas normal. Je crois que ça a été fait, ça a été demandé. Si ça a été fait, logiquement, à l'heure actuelle, je ne sais pas depuis combien de temps il est décédé, on devrait avoir les résultats de cette autopsie. Et c'est l'autopsie qui permet de savoir est-ce que la personne est décédée parce qu'elle avait déjà un souci de santé qui malheureusement n'a pas été bien géré par les équipes médicales qui s'occupaient d'elle. Est-ce que la personne est décédée parce qu'elle était plus ou moins elle était tout le moins négligée? Est-ce que la personne est décédée parce que parfois l'anesthésie aussi a des réactions? Il y a des réactions. De toute façon, tout médicament que nous prenons peut avoir des réactions allergiques. L'anesthésie notamment peut, et je sais que c'est ce que les anesthésistes redoutent énormément. Les anesthésistes redoutent énormément le choc anaphylactique. Il y a l'injection d'un anesthésien qui va provoquer une réaction de choc. Après, lorsque ce choc anaphylactique survient, les équipes en général savent gérer ça. Ils savent gérer un choc anaphylactique, suivi même d'un arrêt cardiaque, suite à l'ingestion d'un produit anesthésique. Ça n'existe pas seulement dans l'anesthésie, ça existe aussi parfois lorsqu'on passe tout simplement un simple examen radiologique, on va injecter un produit de contraste qui peut provoquer un choc anaphylactique. On sait gérer. Il y a des médicaments anti-choc, et puis il y a des gestes qu'il faut faire. Est-ce que tout ça a été fait suite à l'arrêt cardiaque ou c'est pas mal. Donc il y a beaucoup d'interrogations et malheureusement la question que vous me posez, moi pour l'instant j'ai des faits, j'ai beaucoup d'interrogations et je ne peux répondre que par ces interrogations et je ne peux que remettre aux auditeurs ces éléments qui permettraient d'éclairer un tout petit peu l'opinion publique.
Vous comprenez que ma question, elle semble un peu sortir du cadre de votre campagne, mais Tout à c'était fait. une mort subite. Tout à l'heure, mais d'accord. la question sort effectivement du cadre de la campagne. C'est bien une mort subite, mais elle n'a rien à voir avec une mort subite sportive. Et puis, elle n'a rien à voir avec une mort subite du quotidien. On est plutôt en présence d'une mort subite dans un contexte, À l'hôpital. dans un contexte anesthésique. Oui. Donc, c'est autre chose. C'est vraiment, ça sort totalement du cadre de la prévention qui est mon cheval de bataille. Voilà, revenons donc à votre campagne. Vous avez des objectifs particuliers, n'est-ce pas? Je veux dire, relatifs fait. à cette Tout à campagne. fait, tout à fait. Cette deuxième, en tout cas, à ma connaissance, parce que je vous ai connu d'abord seulement une première fois. Peut-être vous étiez là avant. Oui, c'est la deuxième sur Vitalis, mais nous sommes à la 6e édition et cette campagne est à la première édition, on n'avait pas eu de campagne. En fait, le Festival Coman a démarré en 2015, sa première édition date de 2015 et les campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires ont démarré sous mon impulsion, sous mon initiative à partir de 2016. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes à la 5e édition de cette campagne-là, mais la 6e édition du festival. Alors, les objectifs cette fois-ci. Mais les objectifs sont simples. Moi, je suis très modéré et dans mes prétentions, juste très humble aussi dans mes prétentions. Moi, je pense que si on arrive déjà à informer, si on arrive déjà à sensibiliser, si on arrive déjà à former sur le comportement que les uns et les autres doivent avoir dans les établissements scolaires en présence d'un malaise, c'est-à-dire faire reculer cette panique qui s'empare des uns et des autres, on aura déjà atteint un premier objectif. Le deuxième aussi c'est de donner les clés aux uns aux autres pour savoir reconnaître le facteur de risque prémonitoire, le facteur de risque majeur d'un AVC qui est l'hypertension artérielle. Ça, vraiment, cet objectif-là sera atteint lorsque les enfants vont rentrer à la maison et vont dire à leur papa, à leur maman, c'est combien ta tension? Quand leur papa et leur maman sont capables de leur dire, mais qui t'a dit ça? Qui t'a parlé de tension? C'est quoi une tension? Et l'enfant va dire, mais oui, mais moi je sors d'une campagne de sensibilisation, il y a un médecin, il était accompagné d'un infirmier et qui nous a dit que normalement, nous tous devons connaître notre chiffre tensionnel. Il ne doit pas être supérieur à 14,9. Lorsque ces enfants pourront ramener ce message à la maison, ce sera un objectif. Et puis, il y a aussi le dernier objectif, vraiment, c'est apprendre les gestes qui sauvent. Et Dimitri de Teff est là pour... il a d'ailleurs ramené du matériel qui permettra aux uns aux autres d'apprendre, de pouvoir se former aux gestes qui sauvent. Et ce n'est pas compliqué. Par exemple, faire un massage cardiaque, ce n'est pas compliqué. Super, donc ça me permet d'aller vers Dimitri et je reviendrai vers vous, docteur. Dimitri de Teuf, vous êtes censé me faire connaître à moi qui ne connais pas du tout ces choses-là. Comment m'y prendre désormais? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué et ça va très vite à apprendre. Et il suffit de montrer les gestes et de pratiquer 10 minutes. D'ailleurs, j'ai ramené un mannequin pour que les élèves présents puissent pratiquer. Et en 10 minutes de temps, vous avez retenu les éléments clés dans la prise en charge de la mort subite d'une personne qui peut tomber devant vous. Vous savez, pour moi personnellement, vous allez continuer à répondre tout à l'heure, mais vous savez, pour un gars comme moi, il y a souvent la peur là qui s'installe dès que je vois quelqu'un s'écrouler. Peut-être il y a de la bave qui sort là. Le premier réflexe, c'est de fuir plutôt que de s'approcher de lui. Vous savez ça, non? Je pense que la fuite et la peur est un sentiment humain, que c'est normal, mais que c'est encore plus normal quand les gens ne connaissent pas forcément des gestes de premier secours. Parce que même en connaissant des gestes de premier secours, bon, il y aura toujours la peur, mais vous aurez des éléments qui vont faire que vous aurez peut-être plus d'assurance, peut-être plus d'éléments pour vous permettre d'agir, plutôt que de fuir. D'accord. Donc, en 10 minutes, on saura désormais que si quelqu'un s'écroule devant nous, il faut faire ci, il faut faire ça. Chez nous, c'est très courant, hein, le docteur Mangakab l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'élèves s'écroulant dans les établissements, on accuse la sorcellerie, peut-être à raison, peut-être aussi à tort. Chez les jeunes élèves, c'est très courant ici, en tout cas une période ça a été très courant. Ces outils-là, on n'a pas besoin d'un équipement pour ça, je veux dire, il s'agit simplement de la connaissance. Une sorte d'outillage au niveau cognitif, c'est tout? Exact. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Il faut vraiment c'est reconnaître la situation,
alerter, masser. Et pour masser, il vous faut juste vos mains et vos bras. Attention, vous avez parlé de reconnaître la situation, ensuite alerter et masser. Alerter qui? Les secours. Ah d'accord, oui. C'est-à-dire qu'il faut parvenir, lorsque on est en face d'un cas de ce genre-là, alerter d'abord les secours avant de donner pratiquer les gestes de premier secours soi-même en attendant les secours. L'idéal, c'est que si vous êtes plusieurs, la personne qui va commencer à masser va le faire immédiatement pendant qu'une personne alerte. Ah d'accord. Effectivement, si vous êtes tout seul avec la personne, il faut alerter par contre le plus vite possible et commencer tout de suite les gestes simples tels que le massage cardiaque. Ce qui est important en fait dans la mort subite, c'est que le taux de survie est quand même assez faible de base, et quand vous massez pas, 1 minute de massage non fait, c'est 10% de chance de survie en moins. Et en fait, plus vous allez mettre de temps à agir, plus le taux de survie en fait sera faible, voire nul. D'accord. Donc là, c'est vraiment, il faut agir au plus vite. Et il faut être très proactif. D'accord. Donc, nous avons compris, sans poser la question, qu'il s'agit là des élèves qui sont concernés par cette campagne, puisque vous allez dans l'établissement scolaire. Vous avez dit tout à l'heure que c'est pas à Bafoussam. Mais il n'y a pas que les élèves. Il y a les enseignants qui sont concernés par cette campagne. Enseignants aussi. Il y a même des curieux qui peuvent venir. Il y a des curieux qui peuvent venir parce que c'est vrai que l'établissement doit avoir des normes de sécurité et peut-être n'admet pas n'importe qui, mais tous ceux qui sont présents dans l'établissement sont concernés par ces campagnes. Les surveillants, il n'y a pas que les anciens. Dans un établissement scolaire, il y a des surveillants. Dans un établissement scolaire, il y a tout ce qui assure l'intendance. Vous savez, quand quelqu'un tombe, il ne tombe pas forcément devant un autre élève. Il ne tombe pas forcément en classe ou devant un ancien. Il tombe peut-être tout simplement parce qu'il était dans la cour de récréation et puis il était dans un coin et il est tombé dans un coin. Et la personne qui est la plus proche peut être n'importe qui. Ça peut être tout simplement le cuisinier ou que sais-je encore. Je ne sais pas s'il y a des internats ici, peut-être le cuisinier. Si ce n'est pas un internat, peut-être le surveillant qui passait par là, qui doit être amené à prendre en charge cette personne qui est tombée. Et il ne faut pas fuir, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, quand ça m'arrive, la première chose, c'est que je suis en train de fuir parce que je suis pris de panique. Non, il faut surtout pas fuir. Il faut surtout garder son calme. C'est un réflexe, la mort qui tout à fait. autour. Là, mais oui, tout à fait. Dimitri l'a dit. Dimitri a dit que la panique est un réflexe naturel. Mais justement, cette campagne a pour but de surmonter ces réflexes naturels néfastes pour adopter des réflexes, peut-être des réflexes travaillés, bénéfiques. À savoir, déjà essayer de voir si cette personne... vous savez, quand une personne tombe, s'écroule, il y a deux situations qui se présentent. La première situation, c'est que cette personne qui est tombée et qui s'est écroulée est conscient ou n'est pas conscient. D'accord. Donc, si cette personne qui est tombée, s'est écroulée, est conscient, il va vous dire pourquoi il s'est écroulé. Vous allez causer avec. Donc, venez déjà causer cette personne, lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Au lieu de fuir. Il va vous dire, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au pied, j'ai ceci, et puis il va dire, aide-moi à me relever. Et vous allez l'aider. C'est déjà un geste de secours. Parce que je vais y parvenir. Voilà. Si cette personne est inconsciente, si cette personne elle ne peut pas vous parler, là, ça devient un peu plus compliqué. Là, il faut maintenant savoir si cette personne respire ou cette personne ne respire pas. Il faut toujours venir près de la personne, voir l'état de sa respiration. Est-ce qu'il respire? C'est facile à voir. Il suffit de voir si sa poitrine bouge ou bien se rapprocher de lui pour savoir s'il respire. Donc, si cette personne respire, c'est-à-dire que cette personne a fait un malaise, elle est dans le coma, il faut juste, à partir du moment-là, protéger cette personne d'un étouffement par des vomissements. Parce qu'on abandonne encore des gens qui sont tombés, et puis quand on revient après, on les trouve morts. Alors que quand ils sont tombés, ils n'étaient pas morts. Ils sont morts parce qu'ils ont vomi et ils se sont étouffés. Et parfois, même quand ils ne vomissent pas, comme je prends le cas des épileptiques, des personnes qui ont fait une crise d'épilepsie. Oui. Voilà, il va s'écrouler, il va faire sa crise. Après un moment, la crise étant passée, il va être dans un état stuporant, un état subcomateux. Cette personne, il faut la mettre en position latérale de sécurité. Il va récupérer position latérale de sécurité. Ah, d'accord. Alors, c'est très simple. La position latérale de sécurité, c'est mettre la personne sur le côté. En radio, je ne vais pas expliquer le geste, mais si vous mettez déjà cette personne sur le côté de votre façon, vous lui sauvez déjà la vie, même si vous n'êtes pas très technique. Pourquoi? Parce qu'on abandonne ces gens-là parfois dans leur position post-épileptique, couchés sur le dos, et ces personnes qui vont baver, comme ils ont perdu le réflexe, donc cette bave-là va aller
boucher, enfin, elle va aller dans les voies respiratoires, boucher, obstruer ces voies respiratoires, et elle meurt parce que beaucoup de personnes meurent comme ça alors qu'on aurait pu les sauver par un geste simple. On n'a pas besoin des médecins, d'avoir fait des secours, mais il faut juste connaître cette notion-là et on sauve une vie. C'est pour ça que je dis que l'ignorance tue. L'ignorance tue. Justement, j'allais vous poser cette question. Je voulais savoir, ça c'est ce que vous dites partout, hein, l'ignorance tue. C'est une grande histoire, cette histoire d'ignorance tue. En fait, en 2013, vous savez, j'ai 2 chevals de bataille. J'ai la mort subsportive, j'en parle depuis 2003, et puis les AVC, j'en parle depuis 2013. Un peu 10 ans après, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre pathologie émergente qui tuait énormément des Camerounais. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'en parler également, et pas que parler pour les sportifs. Et j'ai écrit un article au Vitriol à cette époque-là, que j'avais publié sur un site panafricain. J'avais mis prévention, parce que personne ne voulait publier l'article. En fait, j'avais envoyé l'article à plusieurs journaux, mais ils ne voulaient pas publier l'article. Ils trouvaient que l'article était très prétentieux. Parce que le titre de l'article, c'était « Prévention des AVC au Cameroun, : l'ignorance tue », point d'exclamation. Et rien qu'au titre, personne ne voulait le publier en disant « mais ce médecin, il se prend pour qui ?» Et c'est un site panafricain, je vais vraiment le citer parce que certains peuvent retrouver derrière l'article, c'est afrique.com qu'il avait publié à l'époque. Afrique avec A. Afrique avec A. AFRIK.com qu'il avait publié à l'époque. Prévention des soins, : l'ignorance tue. Et lorsque j'ai publié cet article, j'ai eu toutes les insultes possibles. Et ceux qui ont eu le courage de m'approcher, je leur ai demandé, mais tu m'as insulté. Tu as tout dit. Mais est-ce que tu as lu l'article ? Et il s'en est avéré que personne n'avait lu l'article. Beaucoup de personnes s'étaient limitées au titre, rien que le titre, et se mettaient à injurier, sans lire. J'ai dit, s'il te plaît, relis l'article jusqu'au point final de la conclusion et on en discute. Et sur 10 personnes qui étaient venues me voir, il n'y a aucun, j'ai dit bien aucun qui est revenu me voir après la lecture de l'article. Je revoyais des gens plus tard, je disais, mais tu m'avais sollicité par rapport à un article publié, je t'avais dit de lire l'article. Ils avaient déjà compris. Ils avaient compris. Ils avaient changé d'avis. Certains se sont confondus en excuses en disant, on a raison de dire que si on veut cacher la vérité à des Camerounais, il faut le mettre dans un livre. Parce qu'effectivement, nous ne lisons pas. Oui. On se contente de la titraille, on se contente de la titrologie et on ne va pas au fond des choses. Parce que l'article était enrichissant. Dans l'article, j'ai démontré par public que les 20 000 cas de morts par AVC au Cameroun, il y en a au moins 18 000 qui ne sont pas ignorance. Ignorance des facteurs de risque. Ignorance des signes d'alerte. C'était ça. Et des facteurs des AVC. On va revenir là-dessus parce qu'il faut... Et ça n'avait rien à voir avec l'intelligence. Ça n'avait rien à voir avec la connaissance qu'on peut avoir sur le plan de la culture générale. Ça avait à voir avec la connaissance de cette maladie qui n'était pas connue, qui était considérée pendant longtemps comme étant la maladie des Occidentaux, des personnes riches, et qui foudroyait toute personne, toute origine confondue, tout niveau social confondu. Vous savez que c'est ce que je crains justement à propos de... Je vois, regardez déjà votre montre, vous avez... J'ai tout mon temps. Je regarde ma montre parce que j'ai encore d'autres messages à passer, et compte tenu du fait que je ne sais pas combien de temps m'est imparti dans l'émission, je dois regarder ma montre pour essayer de timiser un peu notre information. D'accord. Donc, j'étais en train de penser que, oui, tout à l'heure, vous avez dit que votre objectif, et vous sentirez que vous avez atteint cet objectif-là lorsque des élèves, des enfants, des jeunes rentreront à la maison et diront à leurs parents, dis-moi, ta tension, c'est quoi? Et voilà. Et puis, j'ai pensé, j'ai peut-être pas parlé, c'est vrai, mais je me suis dit que les parents pourraient réagir, comme vous l'avez dit tantôt, ce sont les choses des blancs, vraiment, laisse-moi tranquille. Oui, mais ils ont tort. Il n'y a pas que les parents qui réagissent. Vous faites un sondage. Je l'ai fait lors d'une édition précédente du Coman. J'ai fait un sondage. J'avais préparé une feuille sur laquelle j'avais choisi 100 personnes. Sur les 100 personnes, ils devaient cocher 5 items. Les 5 items étaient très simples parce que je n'ai pas voulu des choses très compliquées. Parce que quand vous voulez des choses très compliquées, c'est trop compliqué. Les gens n'ont pas le temps, tout ça. 5 items, c'est facile. Première chose, premier item, connaissez-vous votre chiffre de tension artérielle? Je ne connais pas le mien, mais
Donc, les auditeurs qui m'écoutent peuvent déjà un peu noter ces 5 items-là. Connaissez votre chiffre de tension artérielle, c'est le premier item. Deuxième item, avez-vous déjà entendu parler d'AVC? C'est le deuxième item. Troisième item, pouvez-vous me citer un facteur de risque d'AVC? Et quatrième item, c'était pouvez-vous me citer un signe d'alerte d'AVC? Et le dernier item, qui était le 5e, c'était avez-vous rencontré un médecin cette année? D'accord. Mais quand vous récoltez les résultats, ben, l'ignorance tue. Vous revenez toujours à cette conclusion, l'ignorance tue. Ben oui, parce que dans le premier item, c'est pas normal qu'on ne connaisse pas son chiffre tensionnel. Vous ne le connaissez pas. Vous venez de dire que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Je l'avoue. Deuxième item. Comment pouvez-vous lutter contre une maladie qui fait 20 000 morts lorsque vous ne connaissez même pas l'existence de cette maladie? L'ignorance tue. C'est-à-dire que vous... Et les autres items, c'était pour démontrer à ces personnes que l'ignorance tue. En fait, l'item avait été... Je l'avais conçu pour que chaque personne se rende compte de son ignorance. Oui. Voilà. Bon, mais revenons à 2 de ces items. Oui. Sur les 5, 2. Premier, le premier, c'est... le premier item que moi je choisis, oui. Le facteur à risque de la survenue des AVC. Le facteur à risque, c'est quoi? C'était le troisième item qui disait, pouvez-vous citer un facteur de risque d'AVC? Il y en a plein. Mais c'est l'hypertension artérielle qui est le facteur prépondérant. Sur 10 personnes qui vont faire un AVC par mois au Cameroun, il y a 8 qui sont hypertendues. Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui sont hypertendues et qui ignorent qu'elles sont hypertendues. Parfois, c'est des personnes dont on a un jour diagnostiqué une tension artérielle anormale, donc élevée, supérieure à 14,9, et qui devaient et suivre des mesures d'hygiène, notamment manger peu salé ou moins salé, et puis limiter le cube, parce que bien évidemment le cube, tout ça est très salé, limiter cet apport-là dans l'alimentation et reconstruire le médecin plus tard pour évaluer un peu cette tension, savoir si, rien que par les mesures d'hygiène. Parce qu'une hypertension artérielle ne se soigne pas uniquement par les médicaments. Ça aussi, il faut qu'on enlève ça dans la tête des gens qui pensent que quand on est hypertendu, il faut absolument prendre les médicaments. Quand on est hypertendu, les médicaments, c'est le deuxième apport. Le premier apport, c'est d'abord l'hygiène de vie. Et notamment le régime peu salé ou moins salé. D'accord. On dit bien peu salé ou moins salé. On ne dit pas un régime sans sel. Parce que souvent, les gens mangent tout et ils se retrouvent avec des hyponatrémies. C'est-à-dire qu'ils manquent du sel dans leur organisme et ça aussi, c'est néfaste pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il en faut aussi. Il en faut aussi, voilà. Ouais. Mais il faut limiter. On fait un apport. Moi, personnellement, je dis aux gens, évitez les aliments très salés comme les charcuteries et évitez de rajouter du sel dans votre alimentation. Sinon, limitez-vous à vraiment une petite cuillerée de sel, c'est tout. En tout cas, vous ne devez pas ressentir le sel. On mange très salé ici. On mange très très salé au Cameroun. Les alimentations sont hyper salées. C'est ce qui ferait peut-être que nous soyons très hypertendus chez nous. Tout à fait. Parce que la principale cause d'hypertension au Cameroun est liée à l'alimentation très salée. Il faut aussi peut-être mener des campagnes de sensibilisation à ce niveau-là pour aller des pouvoirs publics. Il faut que dans les radios comme cette chaîne Vitalis, on puisse vraiment sensibiliser, dire manger un peu moins salé, mais ça aussi ce n'est pas fait. En tout cas, on ne va pas sortir du sujet parce que si on sort du sujet, et puis le facteur incident, c'est l'hypertension artérielle. C'est pour ça que dans mon item, j'avais mis ça comme 3e item. Après, connaissez-vous l'AVC? Avant, connaissez-vous l'AVC? Non, c'était connaissez votre chiffre d'hypertension artérielle. Voilà. Après, j'ai demandé, connaissez-vous l'AVC? Et 3e item, c'était, pouvez-vous me citer un facteur de risque d'AVC? Mais le facteur de risque d'AVC, c'est l'hypertension artérielle. Mais si vous connaissez votre chiffre d'hypertension artérielle, forcément, vous allez trouver la 3e question. Il faut que tout est lié, en fait. Tout est vraiment lié. D'accord. Voilà. Si vous connaissez l'AVC, vous avez certainement entendu parler d'hypertension artérielle. Et si vous avez certainement entendu d'hypertension, vous devez connaître vos chiffres d'hypertension artérielle. Mais si vous ne connaissez pas vos chiffres d'hypertension, c'est sûr que vous n'avez pas connaître l'AVC. Et c'est sûr que vous ne connaissez pas votre chiffre. Après, c'était le signe d'alerte. Le signe d'alerte, c'était important à connaître. C'est justement le deuxième. Oui, un signe d'alerte d'AVC, par exemple, un signe d'alerte d'AVC, par exemple, c'est les maux de tête. Il faut faire attention. Toutes les personnes qui ont des maux de tête ne sont pas en train de faire un AVC. On a des céphalées migraineuses. On a des céphalées quelconques. Vous avez le palud, vous avez la fièvre, vous avez des céphalées.
Mais toujours est-il que si vous avez des maux de tête qui surviennent de façon brutale, inattendue, inconnue, vous ne vous plaiez pas souvent de maux de tête, et surtout vous avez des maux de tête vraiment brutaux, qui arrivent de façon brutale. C'est violent aussi. Violent. Quand je dis brutal, c'est violent. Inattendu, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué à avoir des maux de tête. Vous réveillez, par exemple, avec ces maux de tête-là. Première chose à faire, avant de faire quoi que ce soit, c'est prendre sa tension artérielle. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, c'est la poussée de tension parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est stressé, parce que. Mais cette poussée de tension ne survient pas parce que vous êtes ça. Ça survient parce que vous avez déjà une hypertension artérielle, vous flirtez avec des tensions autour de 18. Mais là, du fait que vous soyez fatigué, le fait que vous soyez un peu stressé, la tension va passer de 18 à 22. Et tant que vos tensions sont inférieures à 18, elle ne donne aucun signe. Mais lorsqu'elle va franchir la barre de 18, vous allez commencer à avoir mal à la tête. Et le problème, c'est que personne ne connaît le seuil de rupture de nos vaisseaux. Vous êtes alcoolique, vous buvez, vous fumez, vous avez une mauvaise hygiène de vie, vos seuils de rupture de tension est peut-être à 18. Celui qui a une meilleure hygiène de vie, son seuil de rupture tensionnelle est peut-être à 25. Comme moi. Voilà, vous qui avez une très bonne hygiène de vie, votre seuil de rupture tensionnelle est peut-être à 25. Mais si vous baladez déjà une tension à 20 et que vous êtes contrarié par exemple sur le plan professionnel parce que le docteur Mangenkap qui devait venir à votre émission est arrivé en retard, et ça vous contrarie, mais votre tension passe rapidement de 22 à 25, et 25 c'est votre seuil de rupture, vous allez faire un AVC. D'accord. Donc ça c'est des notions qu'il faut connaître. Vous avez défini l'AVC en passant, hein, mais je voudrais que vous y reveniez. Lorsque vous avez parlé de seuil de rupture des vaisseaux, vous êtes en train de dire de manière implicite, et je souhaite que ce soit plus explicite maintenant, que l'AVC c'est une rupture des vaisseaux. Allez, je vais vous laisser définir. C'est vrai. Mais je vous remercie vraiment pour l'éclairage qu'il faut donner par rapport à ceci aux auditeurs, de revenir sur cette question, parce qu'en fait, j'aurais dû donner la définition des AVC aux auditeurs pour qu'ils puissent comprendre. Dans le deuxième item, par rapport au questionnaire que j'avais fait au Festival Coman, le deuxième item c'était connaissez-vous ce que c'est qu'un AVC? Donc c'est important quand même, parce que le premier thème c'est on n'a pas d'hypertension artérielle. Connaissez votre chiffre d'hypertension artérielle. En tout cas, les auditeurs l'ont compris, leur chiffre de tension artérielle ne doit jamais dépasser 14 9. Si les super 14 9, c'est qu'ils sont hypertendus et ils sont à risque d'AVC. Connaissez-vous, deuxième item, connaissez-vous ce que c'est qu'un AVC? Alors, vous entendez parler d'un AVC? Connaissez-vous? Un AVC, c'est accident vasculaire cérébral. C'est une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau. Alors, cette interruption peut se faire de deux façons. Elle peut se faire, je parlais de rupture tout à l'heure, elle peut se faire par la rupture d'un vaisseau au niveau du cerveau. Donc, quand cette rupture-là se produit, se produit parce qu'au niveau de notre cerveau, les vaisseaux qui irriguent, dans lesquels le sang circule pour alimenter notre cerveau, sont fragiles. Sont fragilisés parce qu'il y a peut-être une zone de fragilisation de ces vaisseaux comme un anévrisme. Ils peuvent aussi fragiliser par votre hygiène de vie. Vous êtes tabagique, vous êtes alcoolique, vous buvez de façon inconsidérée l'alcool, ou vous avez des gens qui se droguent. Oui. C'est qu'actuellement la jeunesse se drogue. Ils prennent du tramol, j'ai dû comprendre ça. Du tramadol. Le tramadol, c'est le véritable nom, mais ici on dit tramol. Oui, c'est ça. C'est là on comprend mieux ce que c'est. Et c'est d'ailleurs pervers parce que le tramadol, c'est un antidouleur très puissant qui est un peu comparatif un peu à la morphine. Et donc, ça va masquer certains signes d'alerte, comme par exemple les maux de tête que vous pouvez avoir. Donc, parfois, certains peuvent consommer de façon abusive. Par exemple, ce tramadol-là, peut-être pour soulager un mal, comme les maux de tête. Ils se sont soulagés, mais c'est comme s'ils mettaient un cache-misère. C'est-à-dire qu'ils essaient de couvrir le vrai problème par autre chose. Donc, je faisais un petit aparté dessus pour attirer un peu l'attention sur ceux qui consomment un peu des produits comme ça. Non seulement c'est toxique. Les élèves ici chez nous. Oui, il faut savoir pourquoi ils le consomment. Parce qu'il y a une raison qui les pousse à consommer ça, à s'intoxiquer de cette façon, à se droguer de cette façon-là. Et il faut vraiment qu'ils consultent rapidement pour que le médecin puisse mettre le doigt dessus, enfin une formation synthèse met le doigt dessus et les sortir de cette situation un peu dangereuse-là. Pour revenir sur le sujet, donc, ça peut être une rupture d'un vaisseau. Là, on est en présence d'un AVC hémorragique. Parce que le vaisseau va se rompre sur le coup d'une poussée hypertensive, la tension qui monte de façon très élevée va rompre et on a besoin d'un AVC hémorragique. Alors, la majorité des AVC au Cameroun, c'est des AVC hémorragiques. C'est les AVC les plus graves.
C'est pour ça d'ailleurs qu'au Cameroun, on trouve beaucoup de gens qui font des AVC, qui meurent d'AVC, parce qu'ils ont fait les AVC les plus graves. Pourtant, dans la littérature, en tout cas dans les études globales, les AVC moyennes ne concernent que 20% de la globalité des AVC. 80% des AVC concernent des AVC ischémiques. Pourquoi AVC ischémique? Parce que là aussi, un AVC peut être lié à une interruption de la circulation du sang au niveau du cerveau par une obstruction, par une occlusion. C'est-à-dire là, c'est un caillot de sang, par exemple, qui s'est formé quelque part dans l'organisme, qui va migrer, en général, il se forme au niveau du cœur. Il va migrer au niveau du cerveau, et puis il va obstruer donc une partie du cerveau. Alors, ça peut être un petit vaisseau qui est obstrué, on va avoir un petit signe. C'est des signes d'alerte. On va peut-être, moi je connais des gens. Ce qui cause souvent une sorte de paralysie. C'est ça, tout à fait. La paralysie faciale, effectivement, est un signe d'alerte. Une faiblesse quelconque, comme une paralysie faciale, c'est un signe d'alerte. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, par exemple, et qui disent, mais je dormais, je sentais bien ma jambe. Je me réveille là, je ne sens plus ma jambe. Qui m'a encore frappé? Oui. Ils mettent ça sur le compte de la sorcellerie. Ouais, bien sûr. En fait, ils ont fait un AVC du sommeil. Dans leur sommeil, il y a un vaisseau qui a été projeté et qui a obstrué une partie du cerveau qui commande un peu sa jambe. Et il peut avoir la chance que dans les heures qui suivent, il récupère. Oui. Mais comme je dis sur les AVC, c'est comme des tremblements de terre. Une petite secousse, très souvent, elle est suivie d'une grande secousse. L'objectif, c'est, dans les tremblements de terre, les gens vont vite s'abriter dans les abris anti-atomiques. Ils vont vite s'abriter dessus, les abris anti-sismiques. Ils vont vite s'abriter dessus pour limiter les dégâts du tremblement de terre. L'AVC, c'est pareil. Il faut aller s'abriter chez le médecin. Il faut aller chez le médecin, voir, il va faire un diagnostic et en général, il va vous trouver la cause. La cause qui peut être multiple. Je ne veux pas... Pour éliminer au moins la sorcellerie. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il aille chez le sorcier du coin, dire on m'a pris. Et oui, éliminer d'abord la cause sorcellerie en allant à l'hôpital pour qu'on voit s'il n'y a pas de c'est ça. Donc là, c'est l'AVC ischémique. Donc on a deux types d'AVC, AVC hémorragique et puis AVC ischémique. Voilà. Nous sommes déjà vers la fin il regarde encore ça. Nous sommes déjà vers la fin de cette interview. J'espère que nous aurons parlé de vos principales préoccupations, docteur. Le festival Coman, vous avez dit tout à l'heure que c'est demain. C'est demain, ça commence demain. D'accord. Il y a une conférence de presse cet après-midi à 16h. Aujourd'hui, à 16h. Aujourd'hui, on a une conférence de presse. C'est même 15h, hein, c'est pas 16h, c'est 15h. Une conférence de presse à 15h. Oui. C'est bien 15h. Oui, c'était l'année dernière où c'était 16h, mais on a mis à 15h. Nous avons habitué au respect de l'heure. Chez nous, ici, il y a eu une sorte de pratique qui s'est installée, malheureusement, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fixe une heure, les gens viennent longtemps après. Alors, on finit par faire quoi? On finit par faire exactement ce qui fait mal à ceux qui sont ponctuels. C'est-à-dire, lorsqu'on dit 15 heures, on sait que ça va commencer en principe à 16 heures. Et si moi, je suis ponctuel, j'arrive à 15 heures, j'attends donc une heure. C'est pas ce que vous allez me faire, ça c'est sûr. Ben, écoutez, moi, j'ai dans ma programmation 15 heures. Et j'espère que les uns et les autres sont là à 15 heures. Et puis, j'avoue que je suis en Europe depuis une quarantaine d'années et j'avoue que j'ai été vraiment imprégné de la culture européenne. La culture européenne, c'est la ponctualité. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, il faut vraiment que les gens viennent pendant l'heure. Voilà. 15 heures, donc ce sera où? Alors, ce sera bien évidemment à Tchang. Et puis, on a un partenaire qui est... la clinique Saint-Constant du docteur Demazé. C'est un partenaire parce qu'il est partenaire du Coman depuis sa première édition. Il est aussi partenaire parce que tous les épisodes de clinique C que j'ai tourné jusqu'à présent, j'ai tourné là-bas. Il a une belle salle de conférence, une belle salle de réunion en fait. C'est une salle de réunion puisque dans une clinique comme ça, il faut toujours que le staff médical, paramédical se réunisse pour discuter des cas très, très importants concernant les malades qui sont par moment hospitalisés. Il a une belle salle de réunion et il nous prête cette salle de réunion-là pour organiser cette conférence de presse-là, dont on sera dans un très beau cadre. Ah non, il faut préciser, vous êtes en train de dire par là que ce sera la clinique à la salle de réunion. Oui, c'est ça, la salle de réunion, la clinique Saint-Constant du docteur Demazé. D'accord. Oui, ce sera là-bas. Allez. Donc, conférence de presse donc aujourd'hui pour lancer le festival Coman qui commence demain à 14h. Demain 14h, c'est la cérémonie d'ouverture avec beaucoup de surprises. Alors, le festival Coman n'est pas un festival comme tous les autres. Les gens pensent souvent, quand on parle de festival de cinéma, on est dans une salle, on projette des films et puis après on distribue des prix aux meilleurs lauréats et puis basta, tout le monde rentre chez nous. Il est particulier. Non, le festival, il est particulier parce que rien que la cérémonie d'ouverture a une parade
à une parade. Le Coman arrive. Le Coman, c'est vraiment ce trophée-là qui va arriver dans des circonstances bien particulières et chaque année, ça change. Donc, je ne vais pas dévoiler un tout petit peu les secrets de l'organisation, mais ceux qui viendront vont découvrir qu'est-ce que c'est cette année. Vous savez, l'année dernière, le Coman est arrivé sur une pirogue. C'était à la base nautique avec vraiment, on voyait bien le lac artificiel de Tchang. On voit un trophée qui arrive là-bas avec tous les rayons du soleil c'est vraiment très très magnifique. Et cette année, il y a autre chose. Voilà, en nous rappelant ce qui s'est passé l'année dernière. Cette année, il y a toujours, et ce sera beaucoup plus beau cette année. Et puis vendredi, c'est la deuxième journée, à 10h au lycée bilingue de Tchang, il y a donc la journée de sensibilisation. Devant les élèves. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel vraiment au chef d'établissement de Bafoussam et ses environs qui écoutent cette radio. Le Coman ne se limite pas seulement à Tchang. Il faut que les uns et les autres comprennent. D'ailleurs, si le Coman se limite à Tchang, je ne serais pas en train de communiquer aujourd'hui ici, à Bafoussam. Le Coman vraiment est un festival national, même devenu international, parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'intéressent. Et moi, j'aimerais vraiment que cette campagne de sensibilisation qu'on a dans les établissements scolaires, que les établissements scolaires de Bafoussam puissent aussi en bénéficier. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre à nos élèves concernant l'éducation pour la santé. Un enseignant peut tomber et c'est un élève qui va le sauver. Mais pour l'instant, docteur, excusez-moi, c'est vrai qu'on devrait déjà être vers la fin là, mais je suis curieux de savoir pourquoi nous autres nous pourrions nous sentir lésés, parce que jusqu'ici, ça se fait à Tchang. Il y a des établissements un peu partout. Je peux vous rassurer qu'on nous écoute depuis Fumban, Fumbot, même dans le nord-ouest. Des gens pourraient migrer jusqu'à Tchang pour ça, mais vous, en allant dans des établissements, ça serait peut-être nous rendre la tête. Oui, tout à fait. Mais vous savez, dans un premier temps, quand on organise une telle campagne de sensibilisation, il faut des accords. On ne peut pas arriver comme ça sans des accords. Donc, il faut déjà l'accord avec le chef d'établissement, le proviseur ou bien le censeur ou je ne sais qui est responsable de cet établissement-là, qui soit déjà d'accord. À partir de ce moment-là, maintenant, on demande des autorisations à sa hiérarchie, notamment à la délégation de l'enseignement. Enfin, je ne sais pas trop. Voilà, où il nous dit, non, écoutez, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation à ma hiérarchie, c'est bon, je vous ai demandé, on organise. Donc, c'est pour ça que, et ça s'est fait jusqu'à présent à Tchang, parce que comme le festival commande se déroule à Tchang, c'est souvent les établissements de Tchang qui nous ont sollicité. Mais ce que je voulais apporter comme message très fort, c'est que les établissements en dehors de Tchang peuvent aussi nous solliciter et nous serons présents. Il ne faut pas seulement être un établissement de la Menoir pour nous solliciter. On peut être un établissement de la MIFI, on peut être un établissement, c'est pas moi, d'une partout ailleurs et nous solliciter. Et en marge du commande, nous allons pouvoir faire cette campagne sensibilisation dans cet établissement-là. Super. Donc, on était dans une sorte de programme. C'est ça, tout à fait. Et il y a la dernière journée. Voilà, il y a la dernière journée. Voilà, la dernière journée, c'est... La dernière journée, c'est samedi. Samedi, il y a la visite touristique. Parce que le Coman aussi, c'est un festival qui est bien particulier. Parce que c'est un festival qui fait découvrir le riche patrimoine culturel camerounais et notamment de la région de l'Ouest. Et pour que nous puissions découvrir ce patrimoine et puissions nous approprier notre culture, nous puissions connaître notre culture et valoriser notre culture. Alors cette année, c'est la chefferie Bafou, le chef chefferie Bafou qui a donné son autorisation. Nous lui disons merci ici par ma voix pour découvrir sa chefferie. On a déjà eu la chefferie Foréké, on a eu la chefferie Photo, il y a plusieurs autres chefferies que j'oublie parce que le Coman commence à sa septième édition. Donc c'est une chefferie que nous allons découvrir et ça se passe le samedi matin 9h, donc visite de cette chefferie-là, où on aura certainement un guide qui va nous expliquer un tout petit peu un certain nombre de choses pour qu'on puisse connaître l'histoire de cette chefferie-là. Voilà. Allez, pour récapituler, aujourd'hui, conférence de presse à 15h, ce sera à la clinique Saint-Constant du docteur Demazé à Tchang. Voilà, ensuite, demain, le festival lance même à 14h. Mais sera où exactement? À la base nautique. La base nautique qui est près du musée des civilisations et près du lac artificiel. Ah, d'accord, oui. Ok. Ceux qui connaissent le musée des civilisations oui, c'est là-bas. Et puis après, demain, il y aura donc avec Dimitri cette campagne de sensibilisation. Voilà, cette campagne de sensibilisation, comment procéder qu'est-ce qu'il faut faire, les premiers gestes de secours, parce que quelqu'un s'est écroulé, le docteur regarde encore sa montre. Et samedi, visite touristique, c'est ça, tout à fait. Samedi, visite touristique, mais il faut dire que
dès déjà le jeudi, il y a la projection des films. Parce que tous les films qui sont primés au festival sont déjà projetés pour que les téléspectateurs, les festivaliers puissent se faire leurs idées de ces films-là. Donc ce sera une projection en plein air à l'Alliance franco-camerounaise, mais on va faire une projection en plein air de ce côté-là. Ça, c'est le jeudi. Jeudi, ça va commencer un peu plus tard, peut-être vers 17h par là. Voilà. Et puis le vendredi, après donc cette visite touristique du matin, à 19h, on a la cérémonie de clôture avec remise des awards, remise du Coman aux lauréats. Les différents lauréats vont avoir les meilleurs films qui vont être primés. Il y a 11 films qui ont été sélectionnés parce qu'en fait, le Coman a 2 jurys. Il y a un premier jury on a eu une trentaine de films, je crois même une quarantaine de films, mais malheureusement, il y a beaucoup de films qui n'entraient pas dans le cadre du Coman, à savoir des films éducatifs. Il y a des films, on peut dire que tous les films sont éducatifs, mais il y a certains films qui n'étaient pas aussi éducatifs que nous l'imaginons au sein du Coman, selon la philosophie du Coman. Voilà, donc on a retenu que 11. Et parmi les 11 maintenant, il y a, je crois, 9 prix en compétition. Voilà, j'étais en compagnie aujourd'hui et je voulais rappeler ce générique, c'est pour l'émission Soirée Fun avec Yves Ismaël, mais aujourd'hui nous l'avons utilisé parce que c'est un générique qui nous plaît beaucoup. Nous l'avons utilisé pour accueillir ici 2 personnes. Je vais commencer par l'étranger, si je peux l'appeler ainsi, Dimitri de Teuf. Merci de nous avoir rejoints, Dimitri. Merci d'avoir été avec nous. On espère en tout cas que les auditeurs vous verront, ceux qui nous ont écoutés et qui se demandent probablement quelle est la forme de son visage. Et pourront vous voir à partir de demain, même peut-être aujourd'hui, à la conférence. À la conférence déjà. Dimitri est donc là pour nous montrer comment s'y prendre lorsque nous avons une chute brusque d'une personne devant nous qui perd connaissance et tout le reste. Voilà. Merci Dr Ngemkap d'être passé. Et Dr Ngemkap a trouvé le moyen de faire une sorte de conciliation entre le cinéma et la médecine. C'est ça, tout à fait. Vous avez tout compris, ce trait d'union-là. Voilà. Et ça passe par l'éducation, par le cinéma. Allez, nous vous souhaitons beaucoup de succès à cette édition du Festival Coman. Merci beaucoup d'être passés, vous deux, à cette radio, à Vitalis Radio, qui garde les portes très, très grandes ouvertes pour les prochaines fois. Non, mais merci beaucoup, merci pour votre invitation. Vraiment une invitation qui me touche énormément. C'est une radio que je connais très, 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 très bien. Et chaque fois que j'y viens, je suis très bien accueilli. Ça me fait beaucoup de baume au cœur. Allez, c'est terminé. Vous n'aurez plus besoin de regarder votre montre. Merci, messieurs et dames, de nous avoir écoutés. Passez un moment. Compagnie de Vitalis Radio dans les programmes se poursuivent.